Bonjour à tous, très heureuse d'être là ce matin avec vous. Donc, je suis Anne-Laure Colcy, j'ai la chance de diriger les services financiers aujourd'hui au sein de Capgemini Invent. Voilà, et donc aujourd'hui je viens vous parler production et distribution bancaire, les perspectives à 2025. Alors quand je dis je viens vous en parler, c'est un bien grand mot, je viens surtout interroger ceux qui font la production et la distribution des services bancaires à horizon 2025. Donc si vous voulez bien me rejoindre sur scène, Céline, Caroline, Jean-Pierre, Frédéric et Catherine. Alors, je vous propose dans un premier temps qu'on fasse un petit tour, j'allais dire de table. C'est pas vraiment une table, mais donc un petit tour de scène. Si tu veux bien commencer. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Anne-Laure, tu veux que je me présente, c'est ça? D'abord, merci Stéphane pour ce panorama. Et juste par rapport à ton introduction, quand tu dis que les banques traditionnelles peuvent ne pas venir, je ne partage pas. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'en 2030, on puisse encore écouter Stéphane dire que tout va bien pour les banques traditionnelles. Et pour ça, je pense que ce genre d'événement est extrêmement important parce que le monde bouge. Quand on regarde ce qui se passe à l'Est ou à l'Ouest, je passe à l'Est, très à l'Est. Bon voilà, donc ça c'était juste, mais en tout cas merci pour tous les chiffres. Il y a plein de chiffres qui sont très, très intéressants. On aura sûrement l'occasion de rebondir sur un certain nombre de chiffres qui me parlent beaucoup. Donc Frédéric Laurent, directeur général délégué du groupe Arkea. Donc le groupe Arkea, rapidement, c'est 180 milliards de total de bilan, c'est 2 réseaux de fédérations de crédit mutuel, c'est une quarantaine de filiales spécialisées sur Avenir pour l'assurance, Fortuneo pour la banque en ligne, je le dis doucement, mais Monex pour les moyens de paiement, Financo pour Crédit Conso, etc., etc., etc. C'est 11 000 collaborateurs. C'est une entreprise qui a plusieurs particularités. D'abord, c'est une entreprise dont les sièges et les centres de décision sont en région, avec un très très fort axe de l'entreprise sur le développement des territoires. Notre particularité, c'est qu'on a mis dans nos statuts le 10 mai dernier, comme quoi nous sommes une entreprise à mission. Entreprise à mission, vous verrez, elle transparaît dans beaucoup des réponses que je serai amené à faire sur un certain nombre de sujets. C'est 2,5 milliards de PNBA. Voilà, donc c'est le groupe Arkea. Une autre particularité du groupe Arkea, c'est que nous croyons, et nous sommes partis annuellement à la diffuser, sur une performance globale. Donc nous croyons à la performance financière, à laquelle on y adjoint une performance extra-financière. Donc nous avons, avec un partenaire qui s'appelle Price, nous avons développé une mécanique qui permet de valoriser en euros toutes les externalités positives ou négatives de l'activité bancaire. Donc aujourd'hui, nous publions nos résultats systématiquement en financier plus extra-financier, donc en performance globale, puisque c'est extrêmement important pour nous. Voilà, après, plus particulièrement mon pôle, il recouvre la banque classique de détail, les 2 fédérations, Bretagne, Sud-Ouest, 7 départements, la banque en ligne, Fortuneo en France, KeyTrade en Belgique, et un troisième volet, parce que Stéphane disait la banque en ligne va continuer à exister. Moi, je pense qu'il y aura un troisième. Nous pensons qu'il y a sans doute une troisième voie, celle qui émane sans doute de l'Est, qui est autour de la plateforme de services. Enfin, voilà. Donc, on a aujourd'hui ces 3 volets-là, et ce troisième volet, il est représenté dans mon pôle par deux fintech, une interne qui s'appelle Max. Max pour moi, et une deuxième qui n'est pas interne, mais qui est maintenant devenue interne, qui est Budget Insight. Voilà. Et j'ai peut-être été un peu long pour l'introduction. C'est pas grave. Je serai plus court après. Tu es donc directeur général délégué, puisque tu ne l'as pas mentionné, de ce beau groupe. Catherine. Bonjour, donc je suis Catherine Soubirou, je suis directrice marketing et communication de Mileis Banque Privée. Donc Mileis Banque Privée, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc c'est ex-Barclays en France, qui a été racheté par un fonds d'investissement il y a 5 ans. Nous avons donc mené tout un vaste programme de restructuration de la banque pour arriver aujourd'hui à devenir une banque privée, donc accessible dès 100 000 euros d'encours financier. Nous sommes disponibles dans les grandes villes françaises, donc on a un peu plus d'une vingtaine d'implantations en France et nous avons à peu près 200 banquiers qui servent nos clients partout en France. Merci Catherine. Caroline. Bonjour à tous, Caroline Zanaré-Giros, directrice générale adjointe de Boursorama. Donc Boursorama, en quelques mots, c'est une banque qui a bientôt 25 ans d'existence. Nous avons, à la fin du premier trimestre, 3,7 millions de clients de particuliers et un peu plus de 50 milliards d'encours.
Nous avons 3 métiers avec des synergies importantes. La banque, une activité de courtage qui connaît un vif regain d'intérêt depuis le début de l'année 2020, et puis un portail d'information économique et financière qui est le premier portail en France. Et notre actualité récente, elle est marquée par une conquête client très dynamique, puisqu'on a 390 000 clients qui nous ont rejoints sur le premier trimestre, après 800 000 clients qui nous avaient rejoints en 2021. Elle est aussi marquée par la poursuite de l'élargissement de notre offre produit, avec le lancement d'une offre Bourso Market qui permet la gratuité des frais de courtage sur plus de 40 000 produits, et puis par l'accueil des clients ING qui ont choisi, au terme de notre partenariat avec ING, de rejoindre Boursorama Banque, selon un mode de référencement qui a commencé mi-avril 2022. Merci. Céline. Bonjour à tous, donc Céline Ansker, moi je travaille chez BNP Paribas, la banque commerciale en France. Je rejoins mon collègue Frédéric sur le terme de banque traditionnelle. Je crois que c'est un terme qui est un peu révolu. Aujourd'hui, les banques sont tech, digitales et humaines. Et donc le mot banque traditionnelle, on ne sait plus trop à quoi ça correspond. Et donc, la banque commerciale en France, c'est quoi? C'est 23 000 collaborateurs qui couvrent différentes clientèles, presque 7 millions de clients particuliers, un peu plus de 650 000 clients professionnels, entrepreneurs. C'est aussi le corporate, les entreprises, les associations. Et puis, c'est aussi notre banque digitale Hello Bank, avec un peu plus de 700 000 clients. Et nous avons un réseau physique également d'à peu près 1700 agences. Et je suis en charge dans cette belle banque commerciale en France des équipes digitales, marketing relationnel, banque conversationnelle, on aura l'occasion d'en reparler, et de tous les canaux d'interaction et de relations clients. Parlons de banque historique et plus traditionnelle, je propose. Je suis d'accord. Et Jean-Pierre? Oui, bonjour à tous, Jean-Pierre Vibou. Donc moi je dirige depuis 14 ans Onebank. Donc Onebank, c'est une banque spécialisée dans les solutions de financement pour les particuliers. Donc nous sommes très présents en magasin et sur les sites e-commerce. Nous avons 8 millions de clients en Europe, nous sommes présents dans 12 pays. Nous allons ouvrir 2 nouveaux pays là, cette année. Donc une croissance très forte, tirée par le BNPL, dont on va évidemment parler dans ces nouveaux produits financiers. Aujourd'hui, le BNPL en France, on est leader avec environ un BNPL sur 3 qui est réalisé avec Honey. Et parmi les 50 premiers e-commerçants français, il y en a quasiment 1 sur 2 qui a retenu la solution Honey. Donc on continue une croissance forte, tirée par des nouveaux secteurs qui veulent proposer à leurs clients du BNPL. Alors c'est vrai dans les transports, c'est vrai maintenant dans la santé, dans la formation. Donc on a une croissance très forte grâce à ce produit-là. Voilà. Merci à tous les 5. Alors, je le disais, hein, le thème de cette séquence, c'est production et distribution de services financiers. On a eu l'occasion d'échanger en one-to-one ensemble dans les dernières semaines. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a profondément marqué, c'est à quel point finalement, dans cette situation qu'on va continuer d'appeler post-Covid en croisant les doigts, on était dans maintenant une forme de phase de maturité où le new digital, ou en tout cas les nouvelles questions qu'on se posait autour du digital et de la data, permettent d'insuffler des stratégies très différenciées entre vous, d'un acteur à l'autre. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué aujourd'hui, c'est qu'on avait jusqu'à présent 2 modèles un peu saillants qu'on voyait sur le marché, qui étaient un peu les mêmes pour tous les acteurs, hein. Digitaliser tous les parcours clients, faire en sorte de rendre le multicanal complètement exhaustif pour tous les produits, partout, tout le temps. Je pense qu'on est sorti de cette phase et que maintenant, vous avez vraiment des réflexions et des questionnements beaucoup plus en lien avec votre positionnement cœur et qui vous voulez être finalement aujourd'hui sur le marché bancaire, donc avec des stratégies, je le redis, différenciées. Et du coup, ma première question, alors je vais vous interroger à tour de rôle, mais c'est finalement ce multicanal, hein, on sort du dogme de l'omnicanal, ce multicanal différencié, comment il va s'appliquer concrètement dans votre organisation? Quelle place pour le réseau, pour le conseiller, on le disait? Quelle place pour le conseiller augmenté, pour le self-care demain? Où vous en êtes finalement de cette réflexion sur la distribution des produits, tous canaux confondus? Alors, je te regarde, Catherine, peut-être pour commencer, puisque c'est vrai que chez Mileis, vous avez une vraie stratégie différenciée là-dessus.
Oui, alors nous avons fait le choix de l'humain. Donc c'est l'humain qui guide toute la relation avec le client. Alors quand je dis l'humain, c'est le banquier privé. Donc nous, on a un terme qui est un peu différent, donc qui est une personne que l'on choisit de faire monter en compétences. Donc on les coache beaucoup de façon à ce qu'ils puissent répondre aux besoins des clients, notamment sur des spécificités un peu plus techniques, des montages financiers, du conseil en investissement financier. Donc l'humain par le banquier, l'humain par un réseau d'experts aussi qui l'entourent et qui permettent de construire des solutions personnalisées propres aux clients. Donc on investit beaucoup sur cet aspect humain. On investit aussi sur notre réseau de distribution. Donc on ne ferme pas dans ce qu'on appelle chez Mileis des espaces patrimoniaux. En revanche, on les repositionne en appartement pour offrir une expérience client qui est complètement différenciée et qui se démarque des banques de détail. Voilà. Et dans cette expérience client, on travaille beaucoup sur des codes qui ne sont pas propres à la banque privée. Donc on s'est beaucoup inspiré des codes de l'hôtellerie de luxe notamment, avec des espaces patrimoniaux très design, très cosy. Fini la moquette épaisse, fini les dorures, mais une ambiance beaucoup plus moderne avec notamment de la fragrance. On a créé une fragrance Mileis. Donc ça, c'est sur le côté humain. Et puis, bien évidemment, nous n'écartons pas le digital puisque le client a besoin pour un certain nombre d'opérations d'être en toute autonomie. Donc tout ce qui est banque au quotidien est géré en digital. Et on travaille aussi, on y reviendra peut-être sur des chantiers, notamment sur des outils digitaux, sur du reporting, puisque un client qui investit est très intéressé pour avoir des reportings en temps réel et dynamiques. Donc l'humain, le conseiller coaché et non plus formé pour être au plus proche des aspirations de ses clients. Peut-être du coup, Caroline, je me retourne vers toi parce que c'est vrai que chez Boursorama, c'est différent. Tout à fait. Donc chez nous, c'est un peu, effectivement, c'est un positionnement vraiment de distribution qui est très orienté évidemment sur le digital. Donc la pierre angulaire chez Boursorama, c'est l'autonomie du client. D'ailleurs, on ne parle pas tellement de distribution, mais plutôt de souscription. Donc, entre guillemets, on a des produits qui sont achetés par nos clients, mais nous n'avons pas vraiment de force de vente en tant que telle. Après, cette autonomie du client, on s'est rendu compte au fil des années qu'elle est un peu variable et que tous nos clients ne sont pas égaux face à la matière financière. Donc, on la travaille beaucoup. Ça veut dire des parcours clients qu'on souhaite le plus pédagogique, le plus simple, le plus intuitif possible. Ce qui n'est pas toujours simple parce qu'il y a des produits qui présentent une certaine complexité et puis on a aussi une réglementation qu'il faut parfois vulgariser vis-à-vis de nos clients pour qu'elle soit compréhensible. Le deuxième point, c'est qu'on fait un gros travail de pédagogie via des newsletters, des simulateurs, des webinaires pour aider nos clients à mieux appréhender la matière financière et notre portail y contribue beaucoup. Et puis le troisième point, c'est qu'effectivement, on a un outil, un assistant virtuel et quelques conseillers dédiés lorsque nos clients sont un petit peu perdus sur des parcours de souscription sur des produits à valeur et importants pour eux. Je pense notamment aux produits d'épargne et puis aux produits de crédit immobilier. Voilà, mais on a vraiment un gros barycentre sur le digital. Évidemment. Et peut-être, Céline, entre les deux mondes, avec des logiques d'hyper-personnalisation et puis j'ai envie de dire d'adaptation, moment de vie, /segment Alors, on a vraiment vécu, je pense, un pivotement de la relation client, on peut le dire, avec une accélération des usages digitaux de nos clients. Et c'est ça ce qui s'est vraiment accentué dans la période que l'on vient de vivre, c'est la complémentarité à la fois du digital et de l'humain, mes collègues viennent de le dire, avec des attentes des clients qui se sont vraiment renforcées en matière d'un côté de simplicité, immédiateté. Donc, j'ai l'app dans ma poche, je la consulte, nos clients la consultent plus d'un jour sur deux. 60% d'entre eux sont mobiles only, c'est-à-dire qu'ils vont uniquement sur l'app désormais
désormais. Donc, besoin de cette banque au quotidien, je la consomme, je l'utilise, je vais consulter mes comptes, je vais faire des opérations. Et puis, dans la même période, complémentarité très forte avec le besoin d'expertise, d'accompagnement, d'écoute pour de l'épargne, pour accompagner différents moments de vie. Et dans cette période-là, on a pu observer aussi, nous, un renforcement des rendez-vous avec nos conseillers, plus 5% entre 2019 et 2021, mais avec des rendez-vous maintenant qui, à 40%, se font en Teams. Donc, complémentarité très forte entre l'humain et le digital, avec l'enjeu majeur, parce que les clients le plébiscitent, d'avoir, je vais dire, des stratégies omnicanal gagnantes, c'est-à-dire que le client peut démarrer sur l'app, consulter une page d'une offre, d'un produit-service, faire une simulation, tout de suite contacter un conseiller, se faire rappeler ou avoir quelqu'un de nos plateformes d'expertise par exemple, ou prendre rendez-vous, continuer complètement en toute autonomie sur un parcours complètement digitalisé, ou alors prendre rendez-vous et puis bien sûr aller jusqu'à un parcours signature électronique oblige, puisque là on a aussi chaque année plus 40% de nos clients qui plébiscitent la signature électronique. Donc c'est ça qui est le fondement, c'est les attentes de ces clients, cette combinaison digitale et humain. Et évidemment, le nerf de la guerre pour nous dans les années à venir, ça va être la personnalisation. Et on aura peut-être l'occasion de zoomer là-dessus après. Merci beaucoup Céline. Jean-Pierre, moi quand je parle canal chez Onet, j'entends même une forme presque de pivot par rapport à ce que tu nous as décrit en introduction, d'un modèle quasiment exclusivement en B2B2C. Je crois qu'aujourd'hui Onet fait le pari du B2C plus direct en complémentarité de son offre de services. C'est aussi une nouvelle façon d'utiliser le canal digital pour créer un relais de croissance. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. L'idée, nous, c'est de redonner la main aux clients. En fait, aujourd'hui, quand vous achetez sur Internet, si vous voulez disposer d'une offre de crédit ou d'une offre de paiement fractionné, il faut que le site ait eu un accord avec un organisme qui propose ce service. Ce qui est généralement le cas. Ce qu'on a voulu, nous, c'est donner aux clients la possibilité de faire des crédits et faire des paiements fractionnés quand il le souhaite, lui, quelle que soit l'offre auquel il est exposé au moment où il achète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui met à disposition une carte, une app, un compte de paiement qui fait qu'il puisse acheter à tout moment n'importe quel bien ou service et post-achat, de dire cet achat-là, je vais le fractionner en 3 ou 4 fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'être quelque part dépendant d'une offre de services de paiement fractionné, c'est lui qui décide pour l'ensemble de ses achats ce qu'il va fractionner. Et en fait, ça lui ouvre une possibilité de fractionnement universel, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit pour ses dépenses de dentiste ou de vétérinaire ou de formation. Vous utilisez votre app ou votre carte comme vous le faites d'habitude, et post-achat, vous décidez de transférer en paiement fractionné ce produit-là. Et on le voit bien, aujourd'hui, il y a 75% des consommateurs qui veulent pouvoir disposer d'une offre de paiement fractionné. Donc nous, on renverse un peu le modèle en disant, plutôt que de passer des accords avec les distributeurs, ce qu'on va continuer évidemment à faire, on redonne la main au consommateur en lui disant, avec notre produit, avec la carte dont on te met à disposition, tu peux fractionner l'ensemble de tes règlements à tout moment. Intéressant, merci. Frédéric, moi, ce qui m'a marqué quand on a échangé ensemble sur ce sujet-là, c'est à quel point, finalement, au sein du groupe Arkea, alors même que vous avez, et tu l'as très bien expliqué, différentes possibilités à la main du client pour finalement choisir son canal d'interaction privilégié, voir son modèle de banque, vous aviez quand même une volonté stratégique assez proche de Mileis de faire un pari très fort sur l'humain, un pari différent certes, mais un pari vraiment très fort sur le conseiller. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Alors oui, c'est clair que un mixte entre ce qu'a dit Catherine, où on met l'humain, et ce que vient de dire Jean-Pierre sur le client, il fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est un peu notre. Alors c'est un sujet sur lequel on pourrait parler très 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 longtemps. Donc je vais rester aux grandes lignes. Mais ce que je vais dire, est assez étayé par les chiffres que j'ai vus tout à l'heure de Stéphane. Il n'y a quand même que 23% des clients qui ne vont jamais en banque, que 23%. Et dans ces 23%, il n'est pas dit qu'il y a une partie qui ne les ont pas au téléphone. Et un autre chiffre qui est intéressant, 47% des clients interrogés
considèrent que leurs conseillers pourraient être plus proactifs pour leur proposer des choses. Donc si on a ces choses-là, nous confortent dans notre vision. Notre vision est une vision, si je fais un peu simple, voyons, je vais prendre un terme des consultants des années, il y a 15-20 ans, Atawadak, c'est-à-dire si je décline ça sur le client, je dirais que le client, on veut lui offrir ses services bancaires comme il le veut, quand il le veut et au moment où il le veut. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est très humain, ça veut dire que si le client souhaite être tout en digital, on est sur l'autonomie, mais l'autonomie choisie, si le client ne veut pas être autonome, bah, on va lui offrir la possibilité de ne pas être autonome parce qu'on croit réellement au plus du conseiller. Et si le client souhaite disposer d'un conseiller, eh ben, il disposera d'un conseiller. Peut-être pas son conseiller, peut-être une plateforme, mais il disposera quand même d'un humain, soit physiquement, soit en visio, soit au téléphone. Donc ça, c'est très important, ce qui fait que du coup, on a deux gros axes de développement. On a un premier axe de développement qui est l'autonomie, le digital. Et là, j'ai entendu tout ce... Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai entendu. On commence le dimanche dans son canapé, on termine le mardi dans sa caisse. C'est bien évidemment des acquis. Et l'autre grand volet qui nous amène à travailler, quand nous travaillons, c'est la joignabilité. C'est-à-dire que nous travaillons donc, du coup, à l'extension des horaires, à avoir des plateformes d'experts qui sont disponibles, mettre de la visio. Voilà. Donc on va vraiment sous cet angle-là, qui est pour nous, le digital n'est pas là pour remplacer. Je veux dire, le digital, c'est pour ceux qui veulent du digital, et on croit vraiment toujours au développement de l'humain et d'un réseau qui aura toujours sa place. C'est en ça qu'on est un petit peu différent. Tout à fait. Et alors pour faire le lien, parce qu'après on va parler data, mais comme là on se parlait conseiller, entre le conseiller et la data, un mot que j'ai entendu régulièrement vous interrogeant, pour ceux qui ont mis le conseiller au cœur encore du jeu aujourd'hui et demain, c'est cette logique de symétrie des attentions ou des intentions, ça dépend comment on le prend. Peut-être Céline, si tu veux rebondir sur cet aspect. Oui, alors je vais déjà repréciser ce que j'évoquais tout à l'heure en matière de personnalisation, parce que la symétrie des attentions, elle vient naturellement. Notre enjeu dans la personnalisation, c'est quoi? C'est de capitaliser déjà sur la data, c'est-à-dire ce que l'on connaît des clients, ce qu'ils détiennent, les mouvements sur les comptes, ces fameux moments de vie. Le client souhaite acheter sa maison, il agrandit la famille, il souhaite épargner, il prépare sa retraite. Et aussi toutes les traces que les clients laissent sur le digital à tout moment parce qu'ils vont contacter notre CRC, parce qu'ils vont avoir un rendez-vous avec le conseiller, parce qu'ils vont consulter une page produit. Et donc quand on capitalise sur ces informations, on est capable ensuite à la fois de personnaliser de manière très fine les offres et les services qui peuvent être proposés. On peut personnaliser les informations qu'on va pousser en temps réel au client. On a des consoles de paramétrage d'alerte du client qui va pouvoir en temps réel savoir qu'un seuil de plafond est atteint, un chèque est versé, un salaire, etc. Donc ça, c'est le début de la personnalisation vraiment de temps réel. On va pouvoir proposer des modèles de services avec un modèle plus de proximité pour l'accessibilité et la banque au quotidien, un modèle avec nos conseillers affinités qui vont pour des clients qui ont des besoins plus élaborés de conseil patrimonial, avoir accès à un conseiller dédié et à un collège d'experts. Et donc derrière cette thématique de personnalisation, on a une vraie symétrie. Tout ce que l'on dit sur le digital, tout ce que l'on dit sur ces attentes de nos clients sont valables pour les conseillers, les collaborateurs. Et donc comment on les accompagne pour à la fois leur proposer un poste de travail qui soit toujours plus digital, simple, efficace, la bonne information, la bonne interface, fluide, qui lui permettent justement d'interagir de manière très pertinente, très efficace, très ciblée avec le client à un instant T. Comment on lui facilite aussi la vie, on lui fait gagner du temps. Donc une illustration, c'est pour nous, grâce aussi à la force de l'intelligence artificielle, proposer, on a un moteur de recherche interne qu'on appelle ARI, c'est notre agent de recherche intelligent, plus de 2 millions de consultations en 2021 par nos conseillers, qui permet à un conseiller qui va, la barre de Google interne, poser une question, d'éviter d'aller chercher dans toutes les bases de données, dans les procédures, dans les références produits, et de se faciliter la vie à un instant T. Donc cette symétrie des attentions, c'est proposer aux collaborateurs des dispositifs plus simples, plus efficaces, personnalisés, un écran qui va être dynamique, un poste de travail dynamique, et puis bien sûr, là où on fait du coaching, de la pédagogie client, des modules de formation toujours plus innovants, des vidéos, du gaming. Donc c'est aussi cela qu'on met derrière cette symétrie des attentions dans la relation client. Symétrie des attentions et donc conseiller augmenté aussi grâce aux nouveaux usages de la data.
Catherine, peut-être sur la data, parce que je sais que c'est longtemps, on l'a entendu, hein, le nouvel or noir des banques, ce qu'on allait pouvoir en faire, sécurisation, valorisation, nouveaux business models, etc. Quelque chose m'a marqué quand tu me parlais de l'usage de la data chez Mileis, c'était sur les enjeux, de captation de la donnée assez différente chez vous, et puis sur ce que vous en faisiez sur des usages de reporting. Tu en as dit un petit mot tout à l'heure, mais ça m'intéresserait qu'on revienne dessus. Alors en effet, chez Milis, les choses sont un peu différentes puisque le client est un client patrimonial qui a besoin de se livrer et donc il se livre énormément. Donc on a mis en place une démarche qui s'appelle la découverte patrimoniale, qui est un entretien en physique entre le banquier privé et son client. C'est une démarche, un entretien qui dure 1 heure et demie, où le client se livre complètement à son banquier, s'ouvre complètement sur sa vie, ses enfants, ses revenus, ses charges, son patrimoine financier, son patrimoine immobilier, etc. Et c'est un moment très convivial, en tout cas que l'on veut très convivial, où la relation se crée réellement entre le banquier et le client. Et en fait, pendant cet entretien, qui se fait régulièrement, hein, puisque l'on met à jour toutes les informations de façon très régulière, pendant cet entretien, on collecte un volume de data très très conséquents, qui sont data qui sont bien évidemment enregistrés dans notre CRM et que nous utilisons ensuite pour faire des propositions personnalisées. Alors, il n'y a pas de machine derrière, ou très peu de machines derrière. C'est vraiment l'ingénierie de nos banquiers, de nos experts qui permettent de proposer des solutions ultra personnalisées aux clients en fonction de ce qu'il nous a dit. Et donc, c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on investit énormément sur ce qui est coaching des banquiers privés, des experts, pour qu'ils soient complètement à jour et complètement dans l'innovation en termes de propositions clients, en termes de montage financier, en termes de propositions produits, en termes de propositions de solutions. Voilà, donc la data n'est pas... Il y a un mot que tu as employé qui était très intéressant. En fait, la data est au service de notre stratégie, et notre stratégie, c'est vraiment la gestion de patrimoine. Mais ce n'est pas l'inverse. Et sur le reporting, parce que tu le disais, c'est un vrai élément différenciant aussi, client-centric, c'est-à-dire au service de ce qu'ils peuvent attendre d'une expérience réussie de banque privée. Oui, alors sur le reporting, qui est un des gros chantiers sur les prochains mois, en fait, on constate que quand il s'agit de notre argent, et je pense que c'est pareil pour chacun d'entre vous, on a besoin de savoir où est-ce que nous en sommes en temps réel, de pouvoir faire des comparaisons, de pouvoir faire des simulations. Et donc, nous sommes en train de travailler sur des reportings financiers qui englobent le patrimoine financier total du client et qui permettent en temps réel de voir où est-ce qu'il en est, quelles ont été les performances de ces produits, quelles vont être les performances des produits, avec des simulations notamment, de façon à ce que le client puisse réaliser des arbitrages, toujours en lien avec son banquier privé et l'expert qui le conseille. Merci. Reporting digitaux. Digitaux, ouais. Alors chez Boursorama, la data, évidemment, tu l'as dit Caroline, vu que vous étiez un modèle extrêmement digital-centrique, si ce n'est pour dire presque exclusivement en tout cas, on comprend bien qu'elle est partout, tout le temps. Tu me parlais en préparation de cette séquence de votre volonté aussi, là, dans les prochains mois ou années, de vous recentrer sur ce qui était presque finalement le cœur de Boursorama au moment où vous vous êtes lancé, autour des sujets d'épargne, voire de placement boursier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activation de la donnée vous aide aussi à réfléchir vos produits, à savoir comment les pousser vis-à-vis de vos clients ? Vous en êtes Oui, tout à fait. Donc, je partage effectivement ce qui a été dit. La data, elle est très large et très vaste. On peut aussi s'y perdre. Donc, je pense qu'effectivement, pour des sujets à la fois de crédibilité en termes de positionnement, ce qui est important, c'est de pousser à nos clients le bon produit au bon moment, en fonction aussi de son équipement existant et en fonction effectivement des traces et des indices qu'il nous donne dans sa relation avec la banque. Donc, typiquement, effectivement, lorsqu'un client a un solde créditeur sur son compte, on va être capable de détecter son équipement en termes d'épargne et de lui pousser le bon produit, de l'épargne courte, de l'épargne longue.
Donc c'est des enjeux très importants et je pense également que c'est fondamental pour nous éviter de sursolliciter nos clients avec des approches indifférenciées et donc rendre la banque vraiment légitime vis-à-vis de ses clients sur les propositions de produits qu'on leur fait. Donc ça vous permet véritablement, ce que tu disais, c'est déjà une première étape d'hyper-personnalisation, mais axée par un certain nombre de use cases, produits, services, plutôt que de se dire, voilà, on monte une usine à gaz, on arrose, on verra ce qu'il en ressort. Vous êtes aujourd'hui dans une logique plus ciblée déjà de réflexion. Tout à fait. La plus ciblée possible, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Donc je pense qu'on est tous un petit peu dans les mêmes logiques. Mais c'est vrai que notre barycentre a beaucoup évolué vers quelque chose de très personnalisé en fonction de tout ce qu'on connaît du client, versus avant des scores d'appétence un peu génériques et un peu plus larges. Jean-Pierre, la data chez Onet, alors il y a la data propriétaire et puis il y a celle qui va transiter aussi, évidemment, tu parlais de ce réseau d'e-commerçants. Comment elle participe finalement à la sécurisation et au développement de votre business model ? C'est exactement ça. C'est d'abord la sécurisation, puisque quand on interagit à distance, il faut être sûr que la personne avec laquelle on interagit est bien celle qu'elle prétend être. Et donc la data va nous permettre d'identifier l'interlocuteur que l'on a en face de nous. Et c'est extrêmement important parce que les commerçants nous demandent d'avoir le taux d'acceptation le plus élevé possible de ceux qui demandent un financement. Puisqu'évidemment, un client à qui on refuse un financement, généralement, le distributeur perd la vente. Et donc, le taux d'acceptation va être regardé de très près. Nous, on a des taux d'acceptation de 93% sur le paiement fractionné. Donc, c'est le taux le plus élevé. Et on a pu avoir de tels taux d'acceptation parce qu'on a beaucoup travaillé sur la lutte contre la fraude. On a fait d'ailleurs une business unit qui fait que ça et qui va interroger en 1/10 de seconde une multitude de bases de données, parfois publiques, parfois non publiques, comme le FICP, le fichier des impayés Banque de France, et qui va permettre d'avoir l'acceptation ou pas du client. Donc la data, elle sert d'abord à protéger, à accepter. Et puis la data, elle sert effectivement à déterminer le besoin client. Nous, on a accès au panier des clients. Et donc, à travers ce qu'ils achètent, on peut positionner leur moment de vie. On peut positionner s'ils vont se marier en fonction de voyages qu'ils peuvent faire, s'ils vont avoir un enfant en fonction de leurs achats, s'ils vont partir à la retraite. Et ces moments de vie nous permettent de pousser les bons produits au bon moment et même au bon prix. Donc effectivement, la data, c'est à la fois pour accepter le client et accepter le plus possible de clients, et puis à la fois pour pousser le bon produit. Nous, on a des concurrents fintech qui n'ont pas forcément ce savoir-faire. Et vous avez vu que Klarna a annoncé 250 millions de pertes pour le premier trimestre. Ces 250 millions de pertes, c'est essentiellement un mauvais risque, c'est-à-dire une acceptation de clients qui n'aurait pas dû être acceptée. Et ça fait évidemment la différence. Donc oui, la data est extrêmement importante, que ce soit au début de l'entrée en relation, puis ensuite, effectivement, mais ça je l'ai entendu, sur l'offre qui peut être poussée. Nous, notre particularité, c'est qu'on a accès au panier, aux achats du client. Frédéric, moi j'ai envie de t'interroger sur 2 mots, transparence et responsabilité, puisque c'est les 2 mots qui sont ressortis quand on a parlé data ensemble, et évidemment on fera le lien avec la finance durable si tu le veux bien. Tout à fait. Oui, bien évidemment. La data chez nous, c'est également un sujet, comme chez tout le monde. On a créé un data office avec pas mal de moyens, en tout cas à notre échelle. Bien évidemment, la data, on s'en sert dans l'octroi de crédit en ligne, que ce soit comme tout le monde, le conso, le pro, l'habitat. On s'en sert aussi beaucoup, on y croit beaucoup dans la fraude, pour prévenir la fraude, pas pour la traiter, mais pour la prévenir. Mais autour de ça, il y a bien ce sujet, non, c'est pour nous, si on veut se différencier par rapport aux GAFA demain ou après-demain, il ne faut pas qu'on tombe dans le travers de faire n'importe quoi avec la donnée. C'est vraiment un axe très important pour nous, qui est issu de notre raison d'être, de notre façon d'être. Et donc, on travaille beaucoup à un usage transparent et responsable de la donnée. Donc, on veut vraiment faire attention. On veut vraiment qu'aujourd'hui, le client nous considère toujours comme un tiers de confiance, enfin, nous considère à nouveau comme un tiers de confiance, j'ai plutôt tendance à dire, depuis la dernière crise. Il faut qu'on le mérite. Ça sera toujours différenciant, et je le redis par rapport aux GAFA, le jour où ils voudront venir sur nos plates-bandes, on pourra dire, vous faites peut-être la banque comme nous, mais nous, on l'a fait aussi bien. Et en plus, on a un usage transparent de la donnée. Je pense que c'est quelque chose qui parle aux nouvelles générations. Donc, par exemple, si je veux illustrer,
On met à disposition du client sur mobile une petite plateforme de consentement dans laquelle il dit moi je veux pas qu'on utilise mes données pour faire du crédit. Ou plutôt maintenant aussi, moi j'ai de l'épargne, donc j'ai envie qu'on utilise mes données pour me proposer de l'épargne. Et puis peut-être dans 3 mois dire moi je veux pas absolument qu'on me contacte ni par mail ni par quoi que ce soit. Donc que le client il ait la main pour savoir je veux ou je veux pas, et en tout cas également, donc ça c'est la responsabilité, puis le côté après transparent, si on l'utilise, il faut qu'on lui dise qu'on utilise la donnée. Donc il y a une forme de self-care dans la gestion de ses propres données. Est-ce que vous travaillez aussi la communication, voire la formation presque de vos clients aussi? Est-ce qu'il y a cette logique finalement de leur apporter une valeur ajoutée, un savoir-faire pour les faire eux-mêmes presque monter en compétences, j'avais envie de dire, puisque vis-à-vis de leur banque, ça c'est une chose, mais plus généralement vis-à-vis des outils digitaux, est-ce que vous allez jusque-là dans votre raison d'être? Alors, si je dérive un petit peu, mais je crois que c'est vers là que tu veux m'envoyer. Oui, oui c'est clair que de toute façon, déjà ce sujet de redonner la main sur les données aux clients, déjà ça, c'est pédagogique. Et puis il y a l'autre aspect qui est une forme de données, c'est qu'on lui donne la possibilité de consulter et d'interagir sur sa consommation carbone de l'ensemble de ses flux. Donc on a alors après ça dépend, les banques traditionnelles, même si c'est pas le bon terme, ou les banques plus avec des agrégations de comptes, mais donc l'établissement qui a une agrégation de comptes, ça veut dire qu'il a accès à l'ensemble des comptes du client, l'ensemble des flux bancaires, l'ensemble du comportement bancaire du client, et il est en capacité, en partenariat avec une fintech qui s'appelle Greenly, de lui redonner la consommation carbone de son utilisation bancaire, avec des moteurs de l'ADEME qui permettent de dire si je modifie ça, eh bien, j'améliore ma consommation carbone. Avec, dans un deuxième temps, un petit peu de gaming, c'est-à-dire qu'on pourra comparer, Anne-Laure et moi, on pourra comparer, et puis je serai jaloux, je dirais, Anne-Laure, elle a moins de consommation carbone que moi. Il y a peu de chance. Pourquoi? Et donc je vais regarder. Voilà. Et donc c'est pas un moteur passif, c'est un moteur pédagogique, dans le sens où le client pourra même dire oui, là c'est de l'avion, mais c'est de l'avion courte distance ou c'est de l'avion longue distance, enfin voilà, et ainsi de suite. Je pourrais être très prolixe sur le sujet. On croit beaucoup, c'est une façon de redonner la main au client par rapport à cet univers bancaire, ces services bancaires. Et de le rendre plus vertueux, c'est ce que tu me disais aussi, c'est ça qui est très intéressant en quelque sorte. Plus vertueux s'il a envie. S'il a envie. Très bien. Je rebondis parce que on propose également un calculateur d'empreinte carbone avec la très belle start-up Greenly qui, je crois, intervient tout à l'heure dans une autre table ronde. L'enjeu, je pense que l'on partage, c'est la prise de conscience par nos clients de cet impact écologique. Ça passe par ce type d'outils de calculateur qui sont d'ailleurs basés sur des solutions d'intelligence artificielle, d'analyse des opérations. La prise de conscience permettant à chaque client de se dire oui, c'est ça, chaque mois, mon bilan, pour ensuite passer à l'action. C'est-à-dire que la prise de conscience est évidemment la première étape. Le passage à l'action, c'est quelles sont les solutions que l'on me propose pour justement réduire cette empreinte carbone, pour bien appréhender ce qu'il y a derrière cet écosystème de finances durables. On parle évidemment de crédit responsable, de finances durables, d'inclusion sociale. On parle aussi de tout ce qui va permettre à un moment donné chacun de faire sa part. Une autre illustration, c'est ce que l'on vit dans l'immobilier évidemment. On parlait de modèle de distribution et on n'a pas trop abordé cette logique. Quand on accompagne les moments de vie, on peut accompagner des moments de vie de nos clients, pas simplement sur les besoins bancaires, mais aussi au-delà. Et donc, accompagner sur un crédit immobilier parce qu'on va acheter sa maison, mais accompagner aussi sur, évidemment, le déménagement. On a un partenariat avec Paper-Nest. Accompagner sur l'empreinte écologique de son logement. Donc, c'est ce que l'on peut faire avec la plateforme Mon Projet Rénovation en partenariat avec EDE, pour aider nos clients à prendre conscience, là, pour le coup, de l'empreinte énergétique du logement, voire des passoires thermiques, accéder aux aides à disposition pour passer à l'action, accéder à un collège d'experts, d'artisans qui vont pouvoir intervenir et ensuite à un financement. Et donc cette logique à la fois de prendre conscience aussi grâce aux données de ce que l'on peut faire et ensuite passer à l'action, nous, chez BNP Paribas, on a un enjeu majeur d'apporter des solutions, d'apporter des outils à nos clients pour qu'ils puissent justement être accompagnés dans ce chemin.
Merci Céline. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'environnement, d'empreinte carbone, etc. Mais dans la logique de RSE, j'ai envie de t'interroger Jean-Pierre peut-être sur la partie plus sociale, humaine et accompagnement. Alors évidemment quand on est sur des produits de financement, on pense à l'accompagnement et à la pédagogie autour de la gestion de son budget. Vous, chez Onet, comment est-ce que vous prenez ces dimensions de manière stratégique? Ouais, c'est vraiment un sujet essentiel. Quand on finance la consommation, c'est comment on s'inscrit effectivement dans cette démarche qui est aujourd'hui incontournable. Nous, on a pris le positionnement d'essayer d'aider nos clients à mieux consommer. C'est-à-dire que la question n'est pas de moins consommer, mais plutôt de mieux consommer. Donc de pouvoir les orienter sur des produits, et notamment à travers le financement, et avec des financements à taux réduits, les emmener vers des biens qui ont une empreinte carbone moins forte. Notamment autour de tout ce qui est reuse. Et on vient de signer un accord avec Le Bon Coin. Maintenant, par exemple, on pourra, lorsqu'on achète sur Le Bon Coin, bénéficier de solutions de financement grâce à Onet. Donc on pousse vraiment des solutions sur des offres qui permettent de mieux consommer. Donc c'est un élément extrêmement important. C'est pas toujours simple, hein, encore une fois, quand on finance la consommation, mais je crois qu'il y a effectivement des solutions pour essayer de faire en sorte que cette consommation soit mieux raisonnée et surtout qu'on aille vers une consommation plutôt du mieux que du plus. Moi, je voudrais revenir peut-être sur la data. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au tout début de la réglementation. Et je partage complètement ce qui a été dit par Frédéric. On n'a pas d'autre choix que d'aller vers ça. Parce que le législateur va fortement, je pense, hein, dans les mois et les années qui viennent, renforcer la réglementation autour de la protection de la donnée. Que ce soit le lieu où cette donnée est stockée et son utilisation. Donc on n'a pas d'autre choix que de protéger la donnée de nos clients. Et je pense que là aussi, pour reprendre le terme des banques traditionnelles ou historiques, je pense qu'on est les mieux placés pour effectivement garantir comme tiers de confiance cette donnée auprès de nos clients. C'est un axe aussi très fort qu'on a pris, mais je crois qu'on n'a pas le choix, parce que l'orientation, elle est celle-là dans les mois et les années qui viennent. Tout à fait. Alors, comme on a dit que c'était un débat sans langue de bois sur ces sujets sustainability et RSE, moi je pense qu'il faut aussi qu'on regarde les choses droit dans les yeux et qu'on se dise qu'on n'a quand même pas atteint un niveau de maturité de nos clients ou de nos clientèles tout à fait homogène. Alors il y a en particulier une logique de schisme dans les générations, mais peut-être aussi sur certains produits ou certaines approches. Catherine, si tu veux bien rebondir là-dessus, parce que je sais que ça peut être un sujet chez tes clients, mais qui aujourd'hui, si on se dit les choses, n'est pas le sujet numéro 1, les enjeux de finances responsables encore. Oui. Donc pas de langue de bois en effet. Alors chez Mileis, tous les produits, tous les fonds que l'on commercialise sont ESG, donc issus de sociétés de gestion avec le label ESG. En revanche, quand on regarde la demande de nos clients sur les produits financiers, hein, donc quand ils nous confient leur argent, le fruit de leur travail, ce qui les intéresse avant tout, c'est la performance des produits. Et s'ils sont ESG, tant mieux, mais s'ils ne sont pas ESG, tant pis. On voit aujourd'hui que c'est très vrai sur les plus de 55-60 ans. Ça l'est beaucoup moins sur les plus jeunes. Mais malgré tout, ça reste une dominante forte. Donc on a, on suit la tendance actuelle. Hein, donc nous avons créé un mandat de gestion ISR, donc avec des produits uniquement ISR, qui viennent, un mandat qui vient en complément d'une gamme un peu plus traditionnelle. Et on essaie aujourd'hui d'avoir des performances sur ces mandats qui sont à peu près équivalentes aux performances d'un mandat traditionnel. On voit qu'on est capable de faire pas mal de choses. On a la chance de travailler en architecture ouverte, donc on ne commercialise pas les produits maison, puisqu'on n'a pas de produits maison chez Mileis. On va chercher les meilleurs produits de la place, qui nous permet d'avoir des allocations d'actifs du coup très diversifiés et d'aller chercher les meilleurs produits sur le marché. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui, en effet, d'avoir des performances sur des mandats responsables à peu près équivalentes à des performances sur des mandats traditionnels. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le client
qui a de l'argent, qui a plusieurs centaines de milliers d'euros placés chez nous, voire plusieurs millions d'euros, va favoriser les performances des produits au-delà des performances responsables. Mais je retiens qu'il y a quand même une approche volontariste, en effet, et que même si vous vous adaptez à votre client, finalement, vous anticipez une bascule générationnelle en vous mettant dans les conditions de pouvoir l'exécuter rapidement. Oui, exactement. On se rend compte que le client n'est pas forcément demandeur et donc c'est nous qui créons la demande. Et donc, en proposant nous-mêmes des produits responsables, le client sera plus enclin à y souscrire si c'est lui qui est demandeur. Voilà. Donc on anticipe la suite, bien évidemment. On est force de proposition et puis on anticipe les futures générations qui, elles, sont plus demandeuses. Caroline, sur la finance responsable, moi chez Boursorama, il y a un mot-clé que j'entends régulièrement, c'est la logique de capacité de financement, de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat de vos clients, hein, de travailler pour être un des acteurs qui va être dans la défense de leur pouvoir d'achat. C'est aussi une autre façon finalement d'adresser ces logiques RSE. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Donc sur la partie un petit peu plus sociale du RSE, effectivement, dans l'ADN de Boursorama depuis le départ, la volonté c'est de rendre la banque plus simple et moins chère. Hein. Donc l'idée c'est de rendre de la valeur et du pouvoir d'achat à nos clients. Donc c'est quelque chose qui est fondamental dans tout ce qu'on fait et notamment dans la partie production de services financiers. Hein. Donc aujourd'hui, on est banque la moins chère sur la banque au quotidien depuis 14 ans. Et puis quand on lance des nouveaux produits comme le PER individuel, on a aussi été banque la moins chère sur le crédit à la consommation. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup et qui est très valorisé par nos clients. Hein. Je crois que l'un des premiers motifs de choix d'une banque en ligne, c'est quand même le prix et notamment notre offre en termes de cartes bancaires et de services au quotidien. Donc voilà, donc on travaille beaucoup ce positionnement et dans notre processus de lancement de nouveaux produits, ça fait partie de nos intangibles. J'ai une dernière question et je vais poursuivre avec toi si tu le veux bien, Caroline. Comme ça, on va refaire un dernier tour sur ce sujet avant de laisser un peu de temps aux questions-réponses. Je voudrais qu'on adresse le sujet de l'open banking. Je sais qu'il y a l'initiative The Corner au sein de Boursorama, par exemple, et puis que chacun d'entre vous aussi avait pris en main ce sujet de manière assez différenciée. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et puis peut-être, au-delà de l'existant, vous, quel est votre regard ou votre approche dans les prochains mois et années sur ces sujets d'open banking? Alors effectivement, notre offre The Corner, donc c'est une offre de cashback un peu élargie qu'on a lancée il y a une année environ et qui démarre très bien et donc qui permet effectivement de fidéliser et de continuer à apporter de la valeur à nos clients. Après, sur ces logiques d'open banking, nous, chez Boursorama, on a un certain nombre d'intangibles. Hein. Notre volonté, c'est d'avoir quand même une gamme produit relativement large sur chacune de nos verticales, donc le crédit, la banque au quotidien et l'épargne. Donc voilà, ça, aujourd'hui, on a 35 produits, on avait une vingtaine de produits il y a 2-3 ans. D'être banque la moins chère, j'en ai parlé, et puis d'avoir une expérience client et une expérience digitale qui soit toujours à l'état de l'art et qui soit conforme à d'autres modèles. Donc à partir de ce moment-là, on ne s'interdit pas forcément grand-chose et on a une approche assez pragmatique sur ces sujets d'open banking. Je pense que l'important pour nous, c'est de rester au centre de la relation avec nos clients. Donc sur des produits qui vont être très cœur de gamme, on va toujours avoir tendance à privilégier une approche, disons, maison, parce qu'en général, elle sera moins chère et puis elle nous permet de garder la main sur tout ce qui concerne la data et l'expérience digitale de nos clients. Maintenant, quand on va avoir une offre un peu plus spécifique, un peu plus spécialisée, qui nécessite un savoir-faire ou une expertise particulière, on va se tourner vers des partenaires qu'on va sélectionner dans une logique d'architecture ouverte. Et c'est ce qu'on a fait récemment lorsqu'on a lancé notre produit de crowdfunding immobilier en partenariat avec Community. Donc voilà, on a nos intangibles et puis après une approche un peu pragmatique, mais en ayant toujours la volonté de rester au centre de la relation client. Catherine, je reviens vers toi parce que c'est vrai que chez Mileis, là encore, c'est assez différent. Hein. Tu me le disais, l'open banking, pourquoi pas, mais clairement pas prioritaire. Vous faites vraiment le choix d'être centré très fortement sur votre cœur métier et d'amener une expertise d'une très grande profondeur sur votre métier cœur, si tu peux nous en dire. Oui, nous, on n'a qu'un seul métier, c'est la gestion de patrimoine.
Donc, aujourd'hui, la stratégie, c'est vraiment de servir nos clients sur notre cœur de métier, sur ce que l'on sait faire, sans s'éparpiller, sans se diversifier. On améliore la qualité de nos outils, la qualité de notre service autour de la gestion de patrimoine, mais pas d'open banking pour l'instant. Frédéric, l'open banking? Alors l'open banking, ça nous parle. Ça fait quand même de nombreuses années qu'on considère que l'open banking, c'est demain. Donc c'est déjà aujourd'hui, c'est demain et c'est sûrement en 2030. Donc au-delà on s'appuie sur une architecture technique qui le permet, avec tout est apaisé. Et donc on a le socle technique et on croit vraiment beaucoup à l'open banking. Pourquoi on croit à l'open banking? Parce que d'abord, il y a des gens qui font des choses très bien, avec des parcours très fluides. On sait que pour aussi avoir amélioré notre time to market, c'est peut-être bien de pouvoir s'appuyer sur des offres qui existent plutôt que ce soit un GAFA ou quelqu'un d'autre qui vient les proposer. Donc l'open banking, c'est vraiment dans notre stratégie. On a notre plateforme de service Max qui est complètement en open banking, ce qui nous permet de tester, l'architecture, l'appétence du client à ces nouveaux services. Et donc ce qui fonctionne, on a maintenant, même dans la banque à réseau, de l'open banking avec Ma Succession, par exemple, totalement intégré. Ma Succession, c'est partage de données pour traiter la succession du client. Donc on est dans une approche presque patrimoniale. On a sur la banque en ligne Fortuneo United Credit qui est intégré pour la partie crédit conso. Voilà. Donc on croit vraiment à l'open banking en 2030. Pour moi, c'est une obligation. Il y a tellement d'innovations, tellement de fintech, tellement de sujets. Si on veut pouvoir être toujours au frontal du client, il faut pouvoir proposer au client tous les services dont il a besoin. Et si pour ça, il faut s'ouvrir, eh ben on s'ouvre. On s'ouvre, on s'apayse. Céline, je crois qu'on ne s'interdit pas grand-chose chez BNP non plus. Je souscris totalement à ce qu'ont dit mes collègues. L'open banking, c'est une formidable opportunité de répondre encore mieux aux attentes des clients. Sur leurs besoins bancaires et au-delà, je l'évoquais tout à l'heure dans les moments de vie, d'accompagner aussi certaines typologies de clients. Une illustration, quand on accompagne nos jeunes clients, étudiants, jeunes actifs, quand on leur propose une marketplace qui s'appelle Campus Service, dans laquelle on peut retrouver une agrégation de services autour des besoins prioritaires de ces jeunes qui vont être évidemment les études, mais aussi la mobilité, passer son permis, passer son code, passer son permis, qui vont être aussi le logement, trouver le bon logement, des offres préférentielles, avoir un garant avec notre partenaire GarantMe, et donc agréger comme ça des services qui vont faciliter la vie de ce client. C'est grâce à l'open banking qu'on est capable de faire ça et d'aller chercher, avec le foisonnement des partenaires, des startups, l'offre, le service qui vraiment répond aux besoins des clients. Deuxième illustration, c'est ce qu'on peut faire par exemple avec nos clientèles professionnelles. On en a moins parlé ce matin. Quand on va intégrer complètement dans Ma Banque Pro chez BNP Paribas ou l'application des pros pour BNP Paribas, le très beau dispositif, la très belle offre de OneUp, notre partenaire en gestion d'accompagnement administratif et de trésorerie, prendre en photo les factures, les intégrer, faire des pré-états comptables, pouvoir ensuite s'interfacer avec l'expert comptable. Et là, on est vraiment dans un service additionnel qui s'intègre. Ouais. Et peut-être mon dernier point, c'est que tout ça est sous-tendu par une écoute beaucoup plus systématique et permanente de ce que nous disent nos clients et de ce que nous disent nos collaborateurs. Et donc, la boucle, évidemment, qui nous permet de mesurer le NPS et le NPE, elle est au cœur de tout ce que l'on se dit, parce que ce qui nous drive, ce qui fait que l'on va aller chercher tel ou tel service sur tel moment de vie pour telle clientèle, c'est évidemment ce que nous disent nos clients et ce que l'on souhaite parfois impulser. On parlait tout à l'heure de passer à l'acte dans cette finance durable, parfois être aussi acteur de la prise de conscience de nos clients. Donc on répond aux besoins, on gère des irritants, mais en tout cas, effectivement, on a un élément déclencheur, je dirais, factualisable. On fait de l'open banking, ouvrir, mais est-ce qu'on fait du close banking? Est-ce que vous assumez aussi parfois, parce que c'est une façon de tester, on l'a dit, de faire marche arrière? C'est souvent compliqué de se dire, ce service, je vais l'arrêter. Je pense que nous sommes dans la banque commerciale en France dans une démarche d'agile at scale qui nous permet aussi de rentrer dans cette logique permanente de je teste, j'essaie, je réussis ou j'échoue. J'échoue si quelque part à un moment donné le client n'est pas appétent au service que je lui propose, si technologiquement on a des biais qu'on n'avait pas imaginés, et cette logique permanente de modification, de stop and go et d'évolution, elle est permise par une façon de travailler qui nous permet aussi dans des cycles courts de délivrer, de tester,
de pivoter. Là où avant, avec des cycles en V de développement, finalement, on partait sur un projet, on avait commandé une voiture, on arrivait à un vélo. Là, cette logique-là nous permet de faire cet arrêt, ce pivotement, d'évoluer pour toujours justement être en adéquation avec les attentes des clients. Merci. Et sur l'open banking, le mot de la fin sera pour toi, Jean-Pierre, parce que j'ai envie de dire, au nez, c'est l'open banking, c'est la quintessence de l'open banking finalement. Alors c'est très intéressant parce que c'est à la fois une offre de service, et on vient d'en parler pour les clients, mais c'est pour nous d'abord un incroyable outil de connaissance du client. C'est-à-dire qu'à travers l'open banking, à travers l'analyse des derniers relevés de compte, on va pouvoir identifier à la fois les revenus, mais aussi les charges, les éventuels impayés. Et évidemment, quand on fait du crédit conso, cette connaissance du client elle est essentielle pour éviter le mauvais crédit ou le surendettement. Donc pour nous, c'est d'abord un outil de connaissance client. Et c'est intéressant parce que quand on demande aux clients ces identifiants, il faut qu'il y ait en face de ça une offre, quelque chose qui lui donne envie de donner ces identifiants. Moi, je vais vous donner un exemple. En Pologne, on a une offre de prêt personnel. Le client, il commence son formulaire sur notre site. Il peut avoir les fonds sur son compte 6 minutes après. 6 minutes entre le début de « je remplis mon formulaire » à « j'ai les fonds sur mon compte ». Pourquoi ? Parce que, évidemment, on va lui demander ses identifiants bancaires et on va pouvoir contrôler à la fois qui il est et effectivement sa capacité de remboursement. Et donc, évidemment, les clients polonais, quand on leur dit si vous nous donnez vos identifiants, on est capable de vous verser les fonds dans les 3 ou 4 minutes qui suivent. Évidemment, la motivation pour donner ces identifiants, elle est forte. Et de fait, en Pologne, c'est 70% des clients qui nous donnent leur identifiant quand ils souscrivent à un prêt personnel chez nous. Et alors, c'est très intéressant aussi, parce qu'on s'est dit, les 30% qui ne nous donnent pas leur identifiant, pourquoi ? Potentiellement, ce sont des mauvais clients. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qui se passe sur leur compte. Et après étude, on s'est rendu compte que les 30% qui ne nous donnaient pas leur identifiant sont les meilleurs clients. Ce sont ceux qui n'ont finalement pas très envie de montrer ce qu'ils ont sur leur compte. Et alors, ce comportement-là en Pologne, et ce serait intéressant parce qu'on parle de tout ça, mais c'est aussi maintenant des enjeux européens. Je pense que nos métiers de plus en plus deviennent européens. Et la culture, le rapport à l'argent n'est pas le même en Europe. En France, quand vous demandez aux clients de nous communiquer leurs identifiants bancaires, le frein il est beaucoup plus élevé encore. Et donc, il faut qu'on soit capable de mettre une promesse en face de ça. Ce taux, il est en train de monter parce que les jeunes générations sont moins frileuses à communiquer leurs identifiants bancaires. Et donc, oui, l'open banking est un élément essentiel et déterminant pour bien connaître les clients et pour faire en sorte qu'on puisse leur pousser le bon crédit plutôt que de les laisser endetter. Un grand merci à vous tous, c'était passionnant.